La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, donc au terme de ce débat autour de la motion référendaire, je veux d'abord saluer la qualité des interventions et d'une certaine façon des contre-plaidoyers qui ont été présentés avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision, des arguments de droit, des arguments politiques, des arguments éthiques aussi. Et je trouve que ces interventions ont, comme celles d'hier, qui ont été d'une extrême qualité de la part des orateurs, y compris de quelques orateurs opposés au projet de loi, mais très majoritairement, très massivement et totalement du côté des orateurs favorables au projet de loi, parce qu'ils sont allés au-delà de l'argumentaire présenté par le gouvernement. Ils ont exposé leurs convictions, mais surtout leur analyse. Et il y a une rigueur qui rend hommage au droit et en particulier à cette maison où, je le disais déjà hier, vous travaillez sur le fond et sur le droit. Donc je veux remercier vraiment le travail qui est effectué et qui aujourd'hui a la même tonalité. Nous avons entendu 2 fois. Nous avons eu le privilège extraordinaire d'entendre 2 fois Monsieur le ministre Bailey hier soir et ce matin dans une intervention très construite, roborative aussi, qui nous fait, comme à son habitude, me dit-on, je n'ai pas le privilège d'être là à chaque fois qu'il prend la parole, mais voilà, je n'ai pas de mal à penser comme à son habitude, Madame la ministre Tasca, Monsieur le sénateur Assouline et les autres, évidemment, les rapporteurs. Donc, si vous êtes aussi attentifs que moi, vous ne pouvez que convenir de la qualité de ces interventions et de ce que ces interventions apportent à nos débats, parce que je ne doute pas que votre préoccupation, au-delà de vos convictions, au-delà de certaines croyances que j'ai entendues énoncées explicitement à cette tribune, je ne doute pas une seconde que votre souci est que ce texte, s'il doit être adopté, soit le meilleur possible. Et pour qu'il soit le meilleur possible, il faut que nous fassions bon usage des arguments et des analyses qui nous sont présentés. En tout cas, j'écoute avec la même attention les interventions que font les sénateurs. Je pense que vous vous en rendez compte lorsque vous êtes à la tribune. C'est avec la même attention que j'écoute vos interventions parce que j'ai ce souci que nous fassions les meilleurs textes de loi possibles. Parce que les textes de loi, non, ce n'est pas dans un souci d'égalité. Non, c'est dans le souci de la responsabilité que nous exerçons à l'égard des citoyens. En élaborant les lois, nous rédigeons les règles de la vie commune qui s'imposent à eux. Et j'ai une obsession permanente de veiller à ce que ces règles améliorent leur vie au lieu de la compliquer. Monsieur le sénateur Retailleau, donc, qui avait présenté cette... je vous laisse en juger. Je vous cherche. Merci. Cette motion référendaire. Vous avez commencé par rappeler un argument qui a été beaucoup utilisé et puis il a fini par tomber un peu en dissuétude, j'allais dire, à l'Assemblée nationale aussi, sur la réforme de civilisation. Puisque vous êtes revenu dessus, je reviendrai sur la réponse que j'ai faite aux députés, en leur disant que je me réfère à la civilisation au sens où Aimé Césaire indique qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je reprends donc cette définition. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. La France, oui, la France s'est construite, a construit la nation, la République, ses républiques, sur la passion de l'égalité. Sur la passion de l'égalité. Et oui, nous nous réclamons de l'égalité parce que c'est une valeur fondamentale de la République et que c'est la marque particulière de l'histoire de la nation française et de l'histoire des républiques françaises. Oui, nous nous référons à cette égalité. Et parce que nous nous référons à cette valeur, nous constatons qu'effectivement, à diverses périodes, il y a ruse avec l'égalité.
Il y a des prétextes qu'on a parfois inscrits dans le droit pour refuser à des citoyens la plénitude de l'exercice de leur citoyenneté. Et c'est cela que nous corrigeons. Oui, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et nous pensons que la France n'est pas une civilisation moribonde. Et nous disons que lorsque nous repérons une ruse de principe, nous la levons. Et c'est ce que nous faisons avec ce texte. Les personnes homosexuelles sont des citoyens comme d'autres. Vous demandez sur... Vous interrogez sur la définition. Je réponds exactement, Monsieur le ministre Longuet. Je vous ai écouté avec attention, au point de me rendre compte, que alors que vous avez commencé votre propos en vous élevant par des analyses qui semblaient fondées sur des principes, vous n'avez pas pu échapper à l'émergence d'une petitesse en m'interpellant Madame Taubira par mon nom lorsque un candidat accède au deuxième tour. Oui, voilà. Donc, vous avez beau essayer de vous élever vers des hauteurs vertigineuses, il y a des petitesses qui vous rattrapent. Il y a des petitesses qui vous rattrapent. Vous ne pouvez pas me dire, rien ne me gêne, Monsieur Longuet. Vous ne pouvez pas me dire, la seule chose qui peut me gêner en ce moment, c'est cette discourtoisie que je découvre ici au Sénat après avoir entendu une grossièreté hier après-midi. C'est tout ce qui me gêne parce que je n'étais pas habituée à cela dans cette maison. Cette interruption permanente est discourtoise, Monsieur Longuet. Et je ne comprends pas comment vous me reprochez, vous me dites que je suis hors sujet alors que je réponds précisément aux questions ou aux affirmations prononcées par celui qui, en votre nom à tous, a présenté la motion référendaire. De ma part, il y a là d'abord une marque de respect et ensuite la prise au sérieux des arguments qui ont été présentés et donc le travail de fond. Monsieur le sénateur Retailleau, vous nous dites aussi, vous demandez qu'est-ce que la République. Évidemment, on peut donner des définitions soit de droit, soit de dictionnaire, puisque je vois qu'il y a des références au dictionnaire ici, subjectives éventuellement de la République. Mais bon, la République, elle s'est définie par l'histoire et par ce que les constituants et les législateurs ont défini comme contenu de la République. La République, je disais, on peut en donner des définitions, y compris philosophiques. La res publica, la chose publique, le bien commun, ce bien commun qui appartient à tous les citoyens. Et ce bien commun que nous devons partager. Ce bien commun n'autorise pas à faire main basse sur une institution républicaine et à considérer qu'une catégorie de citoyens dont on apprécie l'orientation sexuelle pourrait être exclue de cette institution républicaine. Voilà. La République, elle est définie dans la Constitution. Elle est qualifiée, en tout cas. Elle est indivisible. Indivisible, elle appartient à tous les citoyens. Elle est laïque. Elle est laïque. C'est-à-dire que les institutions publiques doivent pouvoir assurer leur neutralité pour être au service de l'ensemble des citoyens, qu'elles doivent échapper à toute influence. À toute influence. Alors l'histoire de la République et de la laïcité, notamment de la loi de 1905, c'est que la laïcité a été organisée pour faire l'État et les institutions publiques échapper d'abord aux influences confessionnelles, mais pas seulement aux influences confessionnelles, aux influences partisanes aussi, aux influences financières et économiques, aux influences des lobbies. Donc une république laïque est une république qui est fondée sur un principe de concorde, et ce principe de concorde, il permet que l'ensemble des citoyens, chaque citoyen dans son individualité, est traité en égal dans la société. Notre république est démocratique. La démocratie, ça n'est pas simplement le règne de la majorité, cela nous conviendrait. C'est le règne du droit, disait le philosophe Alain. Le règne du droit. Donc ce sont nos lois qui font force de règles dans l'ensemble de la société. Elle est sociale aussi, la République. Elle est sociale, c'est-à-dire qu'elle vise principalement à lutter contre les inégalités et contre les injustices. Elle inscrit cela. Et en tout état de cause, c'est une République qui assure qu'aucune différence
Aucune différence ne peut servir de prétexte pour justifier des discriminations. Et c'est ce que nous corrigeons. Vous nous avez dit que, avec ce projet de loi, nous allons tarir la source des enfants qui peuvent être adoptés. La source des enfants qui peuvent être adoptés. Les enfants qui peuvent être adoptés sont pour nous chacun un enfant. Il n'y a pas un marché d'enfants à adopter. Ce que consolidait d'une certaine façon M. le ministre Longuet lorsqu'il parlait de l'offre, de la demande et de la solvabilité qui sera appréciée. Non, nous n'avons pas la même approche. Nous n'avons pas la même approche. Je disais hier soir que René Char indiquait que les mots savent de nous plus que nous ne savons d'eux. Alors, cette façon de définir l'adoption internationale et même l'adoption nationale sous forme de marché, d'offres, de demandes, de solvabilité, nous paraît assez effrayante. Vous nous avez dit que l'amour ne doit pas être un élément qui permette d'organiser une institution, sans aucun doute, mais c'est valable pour tous. C'est valable pour tous. Si c'est valable pour les homosexuels, ça l'est pour les hétérosexuels. Donc, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, nous abolissons le mariage. Sur les revendications catégorielles, il arrive effectivement que des revendications soient portées par des groupes. Elles peuvent être portées par des groupes de la société civile, elles peuvent être portées par des groupes organisées dans des structures démocratiques, je pense aux syndicats, aux partis politiques. Elles peuvent être portées par des groupes informels aussi. La question n'est pas de savoir si elle est portée par un petit, moyen ou grand groupe. La question est de savoir si une revendication est légitime. La question est de savoir si une alerte faite aux institutions publiques est fondée. Et si cette alerte est fondée, les institutions publiques doivent s'en emparer pour y travailler. Et très souvent dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire de la France, et même dans l'histoire du mariage, parfois les alertes sont faites soit par des groupes, soit même simplement par des individus. Vous vous rappelez, mais vous le saviez déjà, que j'indiquais que c'est une interpellation par ce qu'on appelait à l'époque le citoyen Talma, faite aux constituants, qu'un rapport a été établi, c'est-à-dire qu'une mission a été confiée, un rapport établi, et que le constituant de 1791 a décidé effectivement d'instituer un mariage civil qu'il a défini à l'article 7 de la Constitution de 1791. Est-ce que cette revendication de M. Talma, qu'il a faite parce qu'il était comédien, parce que le mariage religieux de l'époque énonçait que l'Église n'a pas à tenir compte de ces professions de saltimbanque, bon, peu importe, l'Église refusait le mariage de comédiens. Est-ce que M. Talma, parce qu'il était concerné et qu'il a interpellé le législateur, le constituant en l'occurrence, avait une revendication qui n'était pas fondée? Elle était tellement fondée qu'elle a donné lieu, qu'elle a abouti à l'institution du mariage civil. Donc l'argument qui consiste à dire que des catégories réclament n'est pas un argument recevable. Ce qui doit être examiné, c'est quelle est la nature de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous rétablissons simplement l'égalité proclamée dans la devise de la République, et nous considérons que les couples homosexuels ont le droit de se marier, de composer leur vie commune et leur famille, au même titre que les couples hétérosexuels, et qu'il faut leur ouvrir la seule façon de le faire qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Je vais revenir sur un certain nombre de points, très probablement après la présentation par M. le Président Hyest de l'exception d'irrecevabilité, parce qu'il y a des points que vous avez abordés dans la motion et qui, à mon avis, se retrouveront probablement développés par M. le... Non, je ne vous fais rien dire, mais il y a des arguments qui me sont... Je ne me savais pas aussi doué, Monsieur le ministre Gaudin. Je ne me savais pas. Donc, je reviendrai sur ces points. Je vais m'arrêter juste un instant rapidement sur la différence sociale-sociétale. Vous êtes référé à l'Académie française, au Petit Robert et à l'étude d'impact qui scrupuleusement examine l'impact social
d'un texte de loi ce que font toutes les études d'impact. Elles n'induisent pas que la nature du sujet est sociale. Sur la différence entre social et sociétal, elle est absolument claire, et elle est claire depuis un moment, puisqu'elle était déjà claire en 1995. Alors, vous êtes des législateurs, et si nous pouvons tous les jours avoir besoin de l'Académie française, du Petit Robert ou même du Littré, nous nous référons en tant que législateurs à l'intention du législateur. Et lorsque nous nous interrogeons sur l'interprétation d'un terme ou d'un concept, c'est auprès du législateur que nous devons aller trouver l'expression, la source, l'intention. Et je vous invite donc à revoir, plutôt que l'Académie française, les travaux préparatoires de la réforme constitutionnelle de 1995. Le garde des Sceaux de l'époque, M. Jacques Toubon, a été abondamment cité. La première fois qu'il a été, ça avait été par mes soins. Je m'en réclame parce que les citations et les références croisées sont toujours extrêmement surprenantes. Ça avait donc été par mes soins devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et je vais vous reprendre quelques passages, mais je vais vous en lire d'autres. Des propos, pour vous dire qu'à l'époque de ces débats, et je le dis avec d'autant plus de facilité que la majorité, c'était votre formation politique, qui ne s'appelait pas ainsi alors, mais c'était la même sensibilité politique. Lors des travaux préparatoires de ces débats sur la loi constitutionnelle, le projet de loi constitutionnelle, la question a été posée. Elle a été posée précisément par les parlementaires, sénateurs et députés. Et le garde des Sceaux a précisément répondu. C'est-à-dire que, 1, il n'y a pas de confusion entre social et sociétal. 2, ça n'est pas par omission, par oubli, par inadvertance que le législateur n'a pas inclus les questions à caractère sociétal. Le sujet a été posé. Et le garde des Sceaux répond à l'époque: les sujets touchant à la souveraineté, comme la défense et la justice, ou ceux qu'il est convenu d'appeler les questions de société, c'est clair, avec les libertés publiques, le droit pénal, etc., dont l'examen relève des prérogatives traditionnelles du Parlement. Donc ces sujets sont exclus. Il doit donc être clair qu'il ne saurait y avoir de référendum sur des sujets tels que la peine de mort, la repénalisation de l'avortement. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait une ambiance pour réclamer un référendum pour la repénalisation de l'avortement. Le garde des Sceaux de l'époque a le courage de dire, s'exprimant à la fois en droit et en responsabilité, pas de référendum sur la repénalisation de l'avortement ou sur l'expulsion des immigrants clandestins, le référendum n'étant pas et ne devant pas être un instrument de démagogie. Il ajoute, sont en revanche exclus, parce qu'il explique ce qui est inclus, sont en revanche exclus du nouveau champ d'application. Vous l'avez dit vous-même, cette réforme visait à étendre le champ d'application du référendum. Sont exclus le droit pénal, l'entrée et le séjour des étrangers en France, les libertés publiques, etc., ou une règle fondamentale du service public, les prérogatives de police, la politique étrangère, la défense, la justice et le droit civil. La justice et le droit civil. C'est-à-dire que le garde des Sceaux prend la peine, en parlant de la justice, de préciser et le droit civil, c'est-à-dire l'état des personnes, c'est-à-dire les libertés, exclues du champ du référendum, explicitement par le garde des Sceaux de l'époque. Vous avez fait une mauvaise manière, je le relève, parce que je pense que vous avez fait avec ironie et pas avec le souci de nuire. Vous avez fait quand même une mauvaise manière au Conseil économique, social et environnemental. Je tiens à rectifier parce que depuis des années, je lis les rapports de cette institution, je les trouve d'excellente qualité. C'est une institution qui est d'une grande utilité. Alors, il est arrivé qu'on décide inconsidérément d'augmenter le nombre de ses membres et que les désignations de membres se fassent de façon qui mérite peut-être
que le législateur, non pas en tant que législateur, mais en tant que responsable politique, examine, commente, apprécie. Ça arrive, mais l'institution en tant que telle est utile à notre démocratie et elle produit un travail de très grande qualité. Je ne relève le point, votre légère ironie très rapide, que pour saisir l'occasion de rendre hommage. Sur le référendum d'initiative partagée, et pas populaire, d'initiative partagée, introduit par la réforme constitutionnelle de 2008, nous savons, et nous l'avons dit ici à l'occasion de l'examen de ce projet de loi par le Sénat il y a quelques semaines, il ne s'agit pas d'un référendum d'initiative populaire, il faut le dire aux personnes à qui vous promettez de vous battre pour obtenir un référendum. Non seulement, oui absolument, je vous en rends justice, monsieur, non, pas grâce, il n'y a pas de nécessité. Hein. Je vous en rends justice, monsieur le sénateur. Voilà, il ne faut pas, ceux en tout cas qui font croire, notamment aux manifestants, plus qu'aux dirigeants des manifestants, mais aux manifestants, qu'ils peuvent se battre et réclamer au nom de cette disposition un référendum d'initiative populaire, les trompe par mégarde peut-être, mais les trompe. Parce que, d'une part, il a été rappelé que 4 années se sont écoulées sans que le nécessaire soit fait pour que la loi dispose des modalités nécessaires pour l'application de ce référendum d'initiative partagée, mais que ce référendum, tel qu'il est conçu, est une disposition d'initiative parlementaire. Voilà. Et que le référendum n'interviendrait qu'en force supplétive s'il advenait que le Parlement n'inscrivait pas dans les délais la proposition de loi d'initiative parlementaire. Donc, non seulement ce n'a pas été fait, mais même si ça avait été fait, ça n'aurait pas permis un référendum d'initiative populaire, disons-le très clairement aux manifestants de bonne foi. Enfin, et je vais terminer, puisque vous avez... pardon d'avoir été longue, hein, j'entends des soupirs d'impatience, pardon d'avoir été longue, mais je pense que le sujet mérite que nous lui accordions le temps et les précisions nécessaires. J'ai observé que vous étiez pris d'une passion soudaine pour des personnalités de gauche en les citant abondamment. Je pense donc que vous serez sensible à une citation de Jean Jaurès, parce qu'il faut bien que nous alimentions votre passion récente. C'est une citation qui vous permet de comprendre pourquoi nous livrons cette bataille et pourquoi nous allons la livrer, continuer à la livrer avec détermination. Nous sommes persuadés que nous faisons œuvre d'égalité et nous savons qu'en droit, en éthique et en politique, nous avons raison de considérer que nous faisons œuvre d'égalité. Nous sommes persuadés que tous les arguments qui consistent à dire on va faire un mariage un peu spécial pour les personnes homosexuelles, qu'on peut considérer qu'il faut augmenter leurs droits sociaux, leurs droits fiscaux, leurs droits matériels, que tout cela, en toute lucidité ou encore par inadvertance, ne sont que des ruses. Interrogeant nos croyances, et je ne parle pas des croyances religieuses, je parle des croyances sur des attitudes, sur des caractéristiques de certains individus, interrogeant ces croyances. Et ces croyances vont à l'encontre de l'égalité des droits. Les personnes homosexuelles sont des citoyens à part entière, comme les autres, et en leur qualité de citoyens, ils doivent avoir accès à cette institution du mariage, non pas retouchée, non pas ripollinée, non pas restreinte, mais bien dans sa plénitude, l'institution du mariage, l'institution républicaine. Donc nous allons continuer à nous battre en vous écoutant, en vous respectant, en tenant compte de vos observations, en étudiant scrupuleusement vos amendements, et nous allons le faire avec et les étoiles. Et je vous ai promis donc cette citation de Jean Jaurès, qu'il dit qu'il vaut toujours la peine
de penser et d'agir, et que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. Voilà pourquoi nous savons que nous n'allons jamais perdre cette bataille. Merci.